test, je sais bien que c'est vos métiers respectifs, hein, mais encore une fois, on essaye d'élargir le débat. À la limite, le test, c'est ce qui est peut-être le moins compliqué. Comme tu disais, Emma, voilà, tu identifies des risques. C'est vrai qu'une des parades pour gérer le risque, c'est de faire des tests. Donc ça, c'est à la fois relativement facile à vendre dans un budget parce que voilà, les gens n'ont pas envie d'avoir à gérer les aléas qui découlent des risques. Par contre, là où voilà, le budget de la gestion de la qualité il est vachement plus large, c'est que voilà, il y a encore une fois, alors si tu parles avec Michael Bolton, il va te dire que tout est une question de test et même finalement, voilà, quel que soit le sujet, il va arriver à t'expliquer que c'est du domaine du test. Mais clairement, les, les ateliers de spécification, par exemple, qui sont souvent Ouais. négligés, où on essaye de mettre tout le monde autour d'une table pour évoquer un besoin, cerner un besoin, imaginer des solutions, proposer des alternatives, commencer à construire en équipe une vision de ce qu'on va faire. Voilà, ces trucs-là, ça prend du temps. Et encore une fois, c'est souvent un truc qui n'est pas budgété, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a le temps de dev, on va dire. Éventuellement, il y a le temps de test. Mais c'est quand tu regardes les plannings, c'est comme si le dev il commençait immédiatement et le test il commençait immédiatement. C'est pas le cas, quoi. Donc, pour moi, la gestion de la qualité, c'est aussi prendre en considération ces activités-là qui n'ont rien à voir avec le test et qui prennent du temps, Pas quoi. d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, on est encore en plein dans le test, dans la partie shift left. Pour moi, voilà, un atelier où il y a quelqu'un qui vient fourrer son nez dans les specs et dire attends, ça c'est pas clair, c'est ambigu, etc. On est déjà dans le test. Mais après, voilà, c'est une question de terme. Je comprends que ce soit. Mais Enfin, voilà. Ouais, c'est ce je que suis en C'est en direct. phase. Je suis en phase là-dessus parce que nous, chez nous, on appelle ça, c'est des tests statiques finalement. En fait, c'est de la documentation, etc., les spécifications, revue de spécifications, donc en atelier, etc. Et nous, on appelle ça des tests statiques. Donc, c'est pas des choses outillées, etc. Mais ouais, c'est une question de terme. Mais sinon, par rapport à ce que tu disais, Arnaud, complètement en face, parce que c'est marrant, parce que ce que tu disais, ça a fait un peu effet miroir chez moi, où dans nos projets, c'est là où on a vraiment du mal à trouver une certaine rigueur des process et systématiser en fait ces ateliers autour des US. Alors qu'on sait, là, je pense tous autour de la table, qu'il y a énormément de valeur à bien faire ça justement au départ, parce que généralement après ça glisse quoi. Et pourtant on a beaucoup de difficultés. Ouais, c'est clair. Alors, c'est ce que je disais, hein, Zoé. Je comprends que tu ne sois pas d'accord parce que tu partages le point de vue de gens voilà, qu'on connaît tous les deux qui ont bien posé le sujet. Et effectivement, euh, toi, du prisme de ta fonction de testeur dans l'équipe projet, c'est comme ça que tu abordes les ateliers de spécification. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps des personnes qui participent à ces ateliers de spécification, qu'ils soient UX, qu'ils soient utilisateurs, qu'ils soient dev, eux, ils ne sont pas forcément testeurs. À ce moment-là, ils ne font pas du test. Mais c'est quand même des activités qui vont avoir un impact sur la qualité. Et leur temps à eux, il faut le chiffrer aussi, pas que ton temps à toi. Alors, le chiffrer ou le prendre en compte, ou en tout cas, voilà, imaginez que quand tu fais ces ateliers, si tu les fais bien, ça prend du temps et ça consomme des ressources. Et moi, régulièrement, je suis confronté à des équipes où ben, les US, on passe pas assez de temps dessus. On commence à bosser alors qu'on est dans le flou. Et puis, effectivement, comme disait Julien, ça glisse. Et puis, on est obligé de refaire les trucs 3 fois, quoi. Et c'est là où c'est assez facile de démontrer la valeur de la gestion de la qualité en disant, ben voilà, si on fait les choses bien du premier coup, on y passe un petit peu plus de temps, mais on n'a pas à retravailler le sujet 3 fois, quoi. Alors justement,
Comment vous le mesurez, ça? L'efficacité, Rework, c'est ça un peu, ou le l'efficacité. waste, c'est ça. Ouais. Alors, je sais pas, mais nous, on est en train de travailler justement. Alors, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais on essaye de travailler justement sur comment mesurer l'efficacité de notre gestion de la qualité vraiment de manière globale, hein, en prenant tout en compte. Les tests dynamiques, les tests statiques, etc., les process, etc. Et là, aujourd'hui, bon, on n'a pas encore trouvé le modèle ou les mesures qui vont bien, mais on a besoin de ça justement pour, quelque part aussi, pour pouvoir prouver que quand on fait bien les choses, finalement, ça coûte moins cher et la qualité est au rendez-vous et on accélère le lead time, etc. etc. quoi. Ben, moi, je vais te conseiller la lecture du State of DevOps, de l'étude ou de Accelerate, le bouquin qui a été écrit, qui parle de 4-5 grandes métriques. Et effectivement, ce n'est pas hors sujet. Au contraire, si tu arrives à démontrer, voilà, si tu arrives à démontrer que tu as amélioré un certain nombre d'indicateurs, effectivement, que ce soit le lead time, que ce soit la satisfaction client, que ce soit la stabilité de tes releases, c'est vachement plus facile de vendre tes process et tes préconisations et ta gestion de la qualité sur un deuxième projet. Parce que là, tu as un truc que tu peux montrer, quoi. Ouais, j'ajoute que le test, on le fait pour évaluer déjà la qualité qu'on a déjà définie. Et oui, pour la santé des testeurs, comme tu as dit, il est important tout d'abord de savoir la motivation de l'équipe. L'année dernière, dans Test Bash Home, Jenny Bramble a dit que the only good quality metric is morale. Là où elle a parlé de aucun KPI au niveau automatisation ou autre, elle s'assure que son équipe est bien et ils n'ont pas de problème, ils sont motivés. Si ça c'est bon pour elle, elle s'assure que la qualité, elle n'aura que de bons résultats tant que les gens sont motivés, autonomes, travaillent en collaboration, etc. Et j'ajoute aussi à ce point les compétences du XXe siècle pour les testeurs qu'on a mentionné récemment dans le livre 21st Century Skills for Testers. On ne parle pas des compétences techniques, mais pour le testeur, s'il a bien ses compétences, ses 4C, s'il sait bien comment collaborer, comment faire de critical thinking et communiquer bien, et il est créatif, alors les compétences techniques peuvent s'améliorer efficacement si ces compétences sont déjà présentes, s'il y a de la bonne collaboration dans toute l'équipe et la bonne communication, on peut s'assurer que tout ira bien dans les autres points. Donc, il est très important de privilégier aussi les compétences humaines pour les testeurs et de s'assurer qu'ils sont motivés pour réduire tout ce qui est burn-out et surtout maintenant avec le Covid, tout le monde travaille à distance. On doit s'assurer qu'ils ont la bonne démarche et qui sont motivés pour avoir de bons résultats au niveau de la qualité. Ouais, Qu'est-ce que vous pensez sur ce point? Moi, je suis d'accord, mais je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Des tables rondes sur voilà, comment on fait de la qualité, qu'est-ce que ça implique. On a déjà évoqué le sujet. Moi, ce qui m'intéresse plus, Emma, c'est ton point de vue sur voilà, comment tu arrives à convaincre les gens du bien fondé de tout ce que tu nous expliques. Parce que les gens, ils t'écoutent, ils disent oui, ça a l'air bien tout ça, c'est très académique. Maintenant, ça va impliquer quoi sur mon projet? Ça va me coûter combien? Et pourquoi je mettrais cet argent dans le moral de mes équipes, par exemple? Alors, rebondis pas forcément juste sur ce point-là, mais vraiment, comment tu arrives à leur vendre chacune de tes idées? Ouais. On peut montrer le résultat, par exemple, avant et après. Par exemple, il y a récemment une vidéo sur Scrum Life à propos aussi le livre Accelerate qui a dit plus de déploiement réduit le stress et du coup réduit le burn-out.
Donc, si on motive l'équipe à faire ces daily commits et ils sont toujours à la page et pas d'accumulation et de stress au niveau des équipes, et si on essaie d'arriver à ce point-là et la chaîne de continuous delivery, il y a toujours des mises à jour, etc. Donc, l'équipe sera plus motivée et il n'y a pas de stress. Donc, on peut penser d'une manière la vision, ce qu'on veut arriver, là où on veut arriver. Et on essaie à chaque fois de comparer s'ils ne sont pas vraiment motivés, ils sont motivés. On essaie de prouver l'importance de l'état sentimental de l'équipe. Aussi, il y a, je ne me souviens pas exactement du nom, mais il y a Team Safety Check, une chose comme ça, pour évaluer s'ils sont déjà motivés ou non. On peut mesurer, faire des mesures sur les KPI de leur motivation et comparer avec le résultat qu'on a au niveau des tests et de la qualité. Et puis, on peut convaincre du coup sur le budget de ce temps-là. Je connais aussi des boîtes en Allemagne qui travaillent juste 4 jours sur 5. Et ce 5e jour, le 1 sur 5, c'est juste pour le continuous learning et pour motiver l'équipe à apprendre d'autres choses. Donc là, il y a des sociétés qui investissent vraiment dans le continuous learning et la santé des équipes pour avoir de bons résultats. Donc, et après ces études-là, ils trouvent que les équipes sont plus performantes quand ils travaillent 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5 et ils sont toujours saturés, ils n'ont pas de temps, stress, etc. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Une équipe qui est bien dans sa peau et qui est motivée, elle travaille mieux qu'une équipe qui ne l'est pas, ça c'est clair. Après, tu parlais de pipeline de déploiement. C'est un truc qui est effectivement, quand c'est en place, ça a tous les avantages que tu as cités. Par contre, pour le mettre en place, il y a du boulot en plus. Et c'est complètement inconscient de faire tourner des pipelines sans un minimum de tests. Et pour le coup, là, c'est de l'automatisation. Donc, c'est du développement logiciel. Et donc, typiquement, quand les devs développent des tests automatisés, ils ne développent pas de la feature. Et là, voilà, il y a un truc, voilà, c'est pas évident pour le mec qui pilote ou même pour les gens de l'équipe de se dire voilà, j'ai tant de temps dans ce sprint pour faire telle feature, je passe tant de temps sur la feature, je passe tant de temps sur l'automatisation de tests et sur le pipeline de déploiement. Ouais, enfin, je suis d'accord, mais enfin, pas tout à fait. En fait, en gros, il y a une question de culture derrière tout ça. En fait, une question de culture de la qualité, dans le sens où voilà, la qualité, c'est l'affaire de tous. Bah là, on est vraiment en plein dedans. En fait, c'est grosso modo, effectivement, si on est dans une équipe projet où on a des pipelines qui sont bah voilà, plutôt enfin, robustes avec différentes activités de test, des tests automatisés, etc., de différents niveaux même. Derrière, c'est bah voilà, c'est dit dès le départ que en tant que développeur, bah je développe ma feature et derrière, je vais développer aussi bah, toutes les couches basses, enfin le code en fait qui va scénariser le gherkin que m'a fourni mon QA par exemple. Donc tout ça, c'est des règles voilà, à mettre en place. Faut qu'il y ait une adhésion, faut fédérer autour de ça, mais une fois que c'est fait, en fait, ensuite, ça fonctionne. En fait, c'est dans les principes, c'est dans l'expérience de développement, enfin, c'est dans l'expérience d'équipe et généralement, ça se passe bien. Ça se passe mal, ça commence à se passer mal quand on commence à avoir la pression extérieure pour sortir. Bah, c'est toujours pareil, hein, pour sortir
des développements, des features en fait dans des délais. Et quand les délais commencent un peu à glisser, bah là, on va commencer à rogner sur ce genre de choses et puis on va se créer de la dette sur les tests automatisés, etc., etc. Moi, je suis d'accord avec toi, mais cette pression-là, elle est voilà, qui nous force à faire les choses un peu moins bien que ce qu'on voudrait. Elle est souvent là, quoi. Ah ouais, elle est souvent là. Ça, c'est bien vrai et c'est un combat, je pense, pour tous, toutes et tous là, un peu au quotidien, un combat quotidien. En fait, c'est une question aussi de. Enfin, moi, de temps en temps, je lâche un petit peu la pression parce que bah, ça marche plutôt bien, c'est jamais parfait. Après, quand ça dérive un peu trop, bon, bah là, généralement, on intervient, on essaie de remettre du sens et puis de temps en temps, on agit même un peu sévèrement peut-être en bloquant en fait les livraisons, les mises en prod parce que bah, on est sur des niveaux de qualité qui sont plus dans comment dire qui sont plus au niveau attendu tout simplement en fait. Mais ça, toi, tu peux le faire parce que tu es voilà, t'es dans un contexte interne. T'as pas un commercial qui te dit si tu livres pas à telle date, on va paumer le client, quoi. Alors oui et non. En fait, bon, c'est pas le sujet, je vais pas parler de mon organisation, mais nous, si tu veux, enfin, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Decathlon United, en fait, et donc on fournit les solutions à nos pays partenaires. Donc, Decathlon.2.fr, etc., c'est la même solution finalement. Et on a nos pays partenaires qui quelque part, en fait, financent Decathlon United, donc qui vont aussi nous mettre une pression en termes sur des engagements à tenir, etc., quoi. Donc, on l'a quand même. Alors, effectivement, peut-être que si je compare à un éditeur de logiciels c'est peut-être pas une bonne comparaison parce que j'ai fait un peu les deux mondes. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même pas mal de similitudes et on a réellement une vraie pression aussi sur des engagements, sur des délais, quoi. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!